Alors, notre débat du vendredi soir. Bonsoir André Berkoff, vous êtes Bonsoir. écrivain et blogueur. Merci Patrice Bessac, porte-parole du Parti communiste, tous les deux. On se retrouve pour parler d'abord de Renault. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette grande entreprise, dans ce fleuron de l'industrie française? Qu'est-ce qui a pris les dirigeants d'aller sortir 3 personnes, 3 de leurs cadres, et de les mettre dehors du jour au lendemain, comme ça? Moi, je crois tout simplement que ce PDG est d'une rare bêtise. Et je pèse mes mots. Je vais dire pourquoi. 1, atteinte à la présomption d'innocence. Deuxièmement, il réussit le tour de force de nous créer un incident diplomatique avec la Chine, 1/6 du monde. Oui, parce qu'on a laissé entendre qu'il y avait de l'espionnage industriel chinois. Tout à fait. Et troisième élément qui est le plus grave à mes yeux, c'est qu'ils ont réussi à faire en sorte qu'en France, les voitures Renault que nous achetons sont des voitures qui sont produites ailleurs. Alors que, par exemple, les Allemands sont beaucoup plus intelligents. Ça n'a rien à voir. Mais si, ça a à voir, parce que le projet industriel de cette direction, au fond, au contraire de Mercedes, quand un Allemand achète une Mercedes, elle est produite dans son pays. En France, il a réussi, Carlos Ghosn, en plusieurs années, à faire en sorte de délocaliser la production qui est dans ce pays. Bon, je voudrais quand même qu'entre la délocalisation, qui est vraiment un autre problème, Patrice Bessac, excusez-moi, il faut parler de ça. C'est-à-dire, ou c'est une comédie, un opéra bouffe, où ils ont été manipulés. Parce que Carlos Ghosn, on peut dire ce qu'on veut de lui, c'est pas le dernier des imbéciles, c'est pas quelqu'un qui industriel, va comme je ça. prétends que si. Non, non. Et deuxièmement, mais surtout, moi ce que je trouve extraordinaire dans cette histoire, c'est qu'il n'est pas consulté, puisqu'il y a eu contre-espionnage, il n'est pas consulté à la DCRI. Enfin, qui sont là pour ça, les services contre-espionnage. C'est hallucinant qu'il ait dit après, ah oui, on n'y a pas pensé, donc ils ont été manipulés. C'est là où effectivement on peut se demander si ce sont des gens sérieux. Parce que c'est pas normal. Là, il y a quelque chose. Vous avez une affaire de contre-espionnage, avant d'accuser, avant de licencier ou avant de mettre l'opprobre sur tel ou tel, vous allez voir les services du contre-espionnage qui sont pas mauvais en France. Mais il est clair que dans l'affaire, on raconte quand même n'importe quoi aux Françaises et aux Français, puisque là, d'abord le contre-espionnage a été saisi. Et après, vous avez raison. Et on a senti qu'il y avait une tension entre la direction de Renault et le contre-espionnage, parce que le contre-espionnage disait on ne trouve rien, et Renault disait si, il y a quelque chose. Et même avec le gouvernement, puisque Éric Besson avait reproché à l'entreprise Renault de ne pas l'avoir tenu au courant de ce projet éventuel d'espionnage industriel. Le numéro 2 a dit qu'il était prêt à quitter son poste. Alors, on va écouter Éric Besson, parce qu'il était sur notre plateau tout à l'heure, et il a rendu hommage quand même à Patrick Pellata en disant voilà, il y en a un qui prend un peu ses responsabilités. Voilà, on va l'écouter. Le directeur général de Renault dit « Si je me suis trompé, s'il y a eu manipulation et non pas espionnage, nous en tirerons toutes les conclusions pour le management, y compris moi-même, c'est-à-dire qu'il suggère qu'il démissionnerait. » Et Carlos Ghosn ? C'est suffisamment rare déjà pour le noter. Il y a assez peu de responsables qui, j'allais dire, à la japonaise, présentent instantanément la possibilité de leur démission. Voilà, donc est-ce que c'est une manière quand même de se rattraper? Ce qu'il faut d'abord, très franchement, c'est mettre au clair tout ça. C'est une histoire de corne-cul quand même assez lamentable, et qu'il faut savoir ce qui s'est vraiment passé. Parce que jusqu'à présent, on ne sait rien. On dit manipulation, on dit que quelqu'un a pris du fric, on dit que le fric est en Suisse ou au Liechtenstein, on ne sait rien. Apparemment, il n'y a pas de preuve. Apparemment, il n'y a aucune preuve. Mais après, Ruth Elkrief, permettez-moi de signer et de persister. Parce que on parle de toute cette affaire, mais quand est-ce qu'on parlera dans ce pays du développement industriel? Comment ça se fait que les Allemands sont en meilleure capacité de soutenir leur tissu économique, de lutter contre les délocalisations, alors qu'ils ont par exemple des salaires plus élevés? On dit sous le vol, les Français sont trop payés, etc. Les salariés de l'automobile allemand sont plus payés, et ils arrivent même à embaucher difficilement aujourd'hui. La question, c'est pas aussi l'atmosphère dans l'entreprise et on a parlé de paranoïa, on a dit qu'il y a une sorte de paranoïa. Si on veut comparer la culture industrielle allemande et la culture industrielle française, rappelez-vous peut-être que si les Allemands aujourd'hui ont un salaire supérieur, ils ont accepté pendant très longtemps de se serrer la ceinture et de diminuer leur salaire. Peut-être pas dans l'industrie automobile, mais en général. Deuxièmement, l'âge de la retraite, franchement, par rapport... On va pas aller jusqu'à l'âge de la retraite. On reste sur Renault et on reste sur cette impression que effectivement il y a des espions partout. C'est quelque chose qui notre industrie est menacée. Oui, non, mais pas notre industrie. L'espionnage économique existe depuis toujours. L'espionnage, c'est normal que tel ou tel pays, je n'en sais rien, on ne va pas dénoncer. C'est tout à fait normal quand vous êtes dans un pays industriel avancé que d'autres payent des millions pour pouvoir avoir des secrets comme ça. Donc c'est normal que la direction de Renault se mobilise et se dise. Oui, de ce point de vue, oui, c'est tout à fait normal. Maintenant, ils ont été manipulés, c'est autre chose. Ils ont été maladroits, c'est le moins que l'on puisse dire. Non, mais après,
dans le rapport aux Chinois et à l'Asie en règle générale, c'est vrai que se développe une certaine paranoïa. Parce qu'au fond, on a cru à un moment donné qu'on allait leur vendre notre camelote et que ça allait être tout bénef. Or, on se rend compte de quoi? C'est que les Chinois, finalement, développent les mêmes pratiques d'intelligence économique que peuvent développer les Américains et les Européens. Et là, on se réveille et on dit, au scandale, ils font comme nous. C'est aussi un certain état du monde. Et moi, je crois... raciste anti-chinois. Je crois qu'il y a un risque... devant les difficultés du capitalisme industriel, de se mettre en point de mire les Chinois et l'Asie comme le danger potentiel. Or, moi, je pense qu'il faudrait essayer de poser les choses en termes de coopération économique et que ça nous détendrait un peu plus. Ne vous inquiétez pas, les Chinois surmonteront ça avec leur grande sagesse. N'oubliez jamais ce que disait Deng Xiaoping. Il disait le problème que le chat soit blanc ou noir, l'important qu'il mange la souris. Ils mangeront la souris. Mais... Bon, il est assez pessimiste. Bon, donc, de toute façon, voilà sur ce sujet. Le deuxième sujet, c'est le débat sur l'islam. Il va démarrer début avril. À l'UMP, il y en a certains qui trouvent que c'est inutile. À gauche, tous presque trouvent que c'est inutile. Est-ce que néanmoins, André Berkoff, vous trouvez que c'est important parce que c'est une des préoccupations des Français? Moi, je vais vous dire une chose, c'est hallucinant, l'auberge espagnole des fantasmes qui sort dans ces histoires-là. Moi, je crois pas d'abord qu'il y a un débat sur l'islam à avoir, il y a un débat sur la laïcité. Je pense que ce débat a été enterré dans ce très mauvais débat sur l'immigration et l'identité nationale, mais qu'il y ait un débat sur le multiculturalisme et sur la laïcité, oui, il me paraît très important. Parce que je pense que la laïcité en France, elle n'est pas respectée comme elle devrait l'être, et nous avons apporté au monde la laïcité, et quand on voit ce qui se passe au Pakistan ou ailleurs, on n'a pas du tout envie d'avoir ça en France. Non. Donc il y a une vraie discussion sur la laïcité qui doit être posée. Donc Nicolas Sarkozy doit le poser de cette façon. Vous savez, moi, il y a quelques jours, j'ai rencontré un responsable d'une mosquée, et il me disait la chose suivante: arrêtez d'appeler nos jeunes musulmans, appelez-les citoyens français. Et moi, je crois que c'est le fond du problème, parce que tout cela, quand même, le débat anti-musulman est un vaste truc politicien. Vous savez, si Nicolas Sarkozy devait, pour être élu, se faire imam, il se ferait imam. Là, son problème, c'est un juste truc. C'est taper sur l'électorat du Front National pour récupérer. Ça, et dernier mot, André Berkoff, si vous me le permettez, moi, je crois à la loi de 1905, et je ne crois pas que ça soit du rôle d'un parti politique d'organiser un débat sur la religion. Là, je vais vous dire, vous pratiquez la politique de l'autruche, et vous savez, c'est avec les autruches qu'on fait les meilleurs steaks tartare et pas dire les meilleurs méchouis. Je vais vous dire pourquoi. Quand il y a, et on l'a vu, à Marseille ou à Toulouse, des gens, et ce n'est pas l'islam, moi je ne parle pas de l'islam, qui brûlent des drapeaux français pour mettre des drapeaux algériens, ne me dites pas qu'il n'y a pas un problème. Quand on voit des gens qui disent sale c'est franc, ou sale ceci, ou cela, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas un problème. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas quelque chose en France qui se passe. Je réponds sur le fond. Deux choses. Un, aujourd'hui, quand vous avez le malheur d'être noir ou d'être arabe, vous avez en moyenne, études récentes, 20% de plus de chances d'être contrôlé par la police. Et donc moi je crois que ce soit sur l'antisémitisme, sur le racisme, sur toutes les formes, la seule manière de s'en sortir de manière positive, c'est de remobiliser le projet républicain autour de l'idée qu'avant tout nous sommes des citoyens et que nous devons être à égalité. La deuxième chose, c'est que pour sortir l'islam de l'extrémisme, dans lequel un certain nombre, et pas la grande majorité, sont, la seule solution, c'est offrir des conditions de dignité. Et donc moi, je suis dans le respect de la loi de 1905 pour construire des mosquées. Vous ignorez le projet extrémiste qui consiste à prendre en otage la plupart des musulmans qui, effectivement, sont modérés. Ce que vous ignorez complètement... Vous ne trouvez pas qu'on les prend en otage en ce moment? Mais attendez, on les prend en otage, je vais vous dire comment on les prend en otage. On les prend en otage quand on fait, dans certaines villes, des piscines avec hommes et femmes séparés. Lille, monsieur. Lille, absolument. Où il y a la ville de Martine-Aubry, où il y a une ou deux piscines au moins. Avec... Deuxièmement, quand il y a, on prend en otage aussi, si vous voulez, un certain nombre de gens, quand on ne parle que des droits de l'homme pour certains hommes et pas pour d'autres. Parce qu'il y a des racismes partout. Tout à fait d'accord. Et moi, je suis pour un antiracisme de combat qui passe, parce que vous savez, le repli communautaire, on appelle ça. Dans toutes les communautés, ça se passe lorsque il n'y a plus l'accès à l'égalité des droits. Quand vous êtes d'un quartier, moi je l'ai vécu avec un jeune homme récemment, contrôleur de gestion, qui a été diplômé, et quand il se présente, il n'a pas mis la photo sur son CV, on lui dit « Vous êtes de quelle religion, monsieur ?»
qu'est-ce que ça provoque? Ça provoque aussi du repli, et le projet républicain, il faut le mobiliser là-dessus. Le débat sur la laïcité, ça servirait à dire qu'on ne pose pas cette question, par exemple. Non, le débat sur la laïcité consiste à dire qu'il y a des règles républicaines et qu'aucun communautarisme ne doit prendre le pas. Excusez-moi, attendez, je ne vous ai pas entendu. Moi, je ne comprends pas qu'il y ait, par exemple, des prières dans la rue Mira, rue de la Goutte d'Or, tous les vendredis. Pendant 2 heures, vous ne pouvez pas circuler. Et je vais vous dire ce qui s'est passé en Algérie, qui n'est pas un pays celte. Et en Algérie, il y a eu des prières dans la rue. 24 heures après, le gouvernement algérien a dit, écoutez, le Coran dit qu'il n'y a pas question de prière dans la rue. On le fait à mosquée, on le fait chez nous. Il n'y a pas de raison. Ce n'est pas en jetant en pâture les musulmans qu'on réglera quoi que ce soit. Il n'est pas question de jeter en pâture aucune communauté. Mais respectons les règles. Merci beaucoup, merci le Tsarkoaf, tout de suite.